Nous avons toujours cru que nous étions les premiers, les pionniers à diviser les atomes et à modifier le climat, à construire des machines capables de transformer une planète entière. Et si cette conviction était fausse? Au plus profond des roches anciennes, de la glace et des sédiments océaniques, des preuves existent qui ne correspondent pas à notre compréhension. Des sphères métalliques, façonnées par une chaleur extrême, et des pics de carbone abrupts, préservés dans la glace préhistorique. Des radiations résiduelles, scellées dans la pierre, d'une époque bien antérieure à l'existence humaine. Les scientifiques appellent cela l'hypothèse silurienne, un concept proposé par Gavin Schmidt de la NASA, et l'astrophysicien Adam Frank. Cela soulève une question profonde. Si des civilisations antérieures ont existé avant nous et ont finalement échoué, quelle signification cela a-t-il pour notre situation actuelle? Notre exploration du passé caché de la Terre ne commence pas avec les vestiges de cités antiques, ou les restes squelettiques de géants, mais avec quelque chose de si minuscule qu'on le manque facilement. De minuscules sphères métalliques, certaines à peine plus grandes que des grains de sable individuels. Tandis que d'autres sont assez petites pour tenir sur le bout d'un doigt. Elles ont été enfermées dans des roches anciennes, pendant des périodes de temps incompréhensibles. Pourtant, leur existence même soulève une question cruciale, qui remet en question le fondement de tout ce que nous croyons comprendre. Sommes-nous vraiment la première civilisation à habiter cette planète? Pour comprendre pourquoi ces petites sphères sont si troublantes, nous devons d'abord examiner ce que nous savons déjà d'elles. À l'ère moderne, lorsque les premières bombes nucléaires ont été détonées, au milieu du XXe siècle, les scientifiques ont méticuleusement étudié les conséquences. Ils ont découvert les résultats attendus, des cratères, des structures démolies et des paysages calcinés. Cependant, ils ont aussi découvert quelque chose de bien plus inhabituel, l'immense chaleur. Les explosions avaient vaporisé la terre et la pierre. Lorsque ces matériaux ont refroidi et sont retombés sur Terre, ils se sont solidifiés en minuscules billes parfaitement vitreuses. Celles-ci sont connues sous le nom de microsphérules. Elles constituent l'un des indicateurs géologiques les plus clairs de l'activité nucléaire. Avançons de millions d'années. Si une autre espèce intelligente devait fouiller notre planète longtemps après notre disparition, elle ne découvrirait ni nos villes ni nos satellites. Cependant, elle découvrirait ces sphères dispersées sur toute la Terre. Même si toute trace de notre civilisation disparaissait, ces petites billes perdureraient pour raconter l'histoire. Quelqu'un ici a maîtrisé la fission de l'atome, c'est ce qui rend les découvertes au sein d'anciennes formations rocheuses si troublantes. Des sphères presque identiques ont été trouvées dans des couches géologiques significativement plus anciennes que l'humanité elle-même. En Afrique du Sud, des mineurs extrayant des gisements de pyrophilite, une roche tendre utilisée dans l'industrie, en ont découvert des centaines. Certaines semblaient lisses et presque parfaites, d'autres présentaient de délicates rainures gravées autour de leur centre, un peu comme des roulements à billes fabriqués. Leur composition était métallique, contenant de fortes concentrations d'hématite et d'autres minéraux que l'on n'attend pas typiquement dans un tel contexte. Le plus étonnant, c'est que la roche qui les contenait avait plus de 3 milliards d'années. À cette période, la Terre était un monde microbien hostile. Selon toutes les connaissances actuelles, aucune vie complexe n'existait, certainement rien capable d'ingénierie de précision. Ces objets sont devenus connus sous le nom de sphères de Klerksdorp, et ils sont depuis lors une source discrète de controverses. Officiellement, les géologues affirment qu'il s'agit de concrétions naturelles, des formations inhabituelles mais pas impossibles créées lorsque des minéraux s'agrègent dans des conditions appropriées, mais d'autres restent sceptiques. Certaines de ces sphères sont si parfaitement équilibrées qu'elles peuvent rouler en ligne droite sur une surface. Un exploit que même l'usinage moderne a du mal à réaliser, des photographies montrant des sphères d'une symétrie impeccable. Et des rainures sculptées avec précision ne font qu'intensifier le débat, et cette énigme ne se limite pas uniquement à l'Afrique du Sud. Des microsphères métalliques similaires ont été découvertes dans diverses autres régions du globe. Parfois incrustées dans des strates géologiques datant de dizaines de millions d'années. Beaucoup contiennent du nickel et du chrome dans des proportions inhabituelles, remarquablement similaires à celles produites en métallurgie contemporaine et, plus troublant encore, lors de détonations nucléaires. Les éruptions volcaniques et les impacts d'astéroïdes sont également capables de générer des sphères. Cependant, leur composition chimique ne correspond pas à ce qui est observé dans ces échantillons anciens. Les processus naturels produisent généralement de grandes variations. Celles-ci, cependant, sont remarquablement cohérentes et uniformes. C'est presque comme si elles avaient été produites en masse, et ce qui est encore plus intriguant, c'est que certaines strates sont riches en microsphérules.
Elles coïncident avec des événements d'extinction où des écosystèmes entiers disparaissent complètement. Et précisément au sein de ces mêmes strates, les géologues découvrent une dispersion de sphères métalliques. Les explications conventionnelles indiquent soit des impacts d'astéroïdes, soit des hivers volcaniques. Pourtant, une autre possibilité est cachée dans les données, qu'au moins certaines de ces couches signifient non pas des calamités naturelles, mais plutôt technologiques, des retombées de feux nucléaires à l'échelle mondiale. À ce stade, la prudence est essentielle, des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Et une simple poignée de sphères est insuffisante pour réécrire la chronologie de la civilisation humaine. Pourtant, la corrélation est difficile à ignorer, car si une société avancée a un jour habité la Terre, ces sphères représentent précisément le genre d'indices que nous nous attendrions à voir persister. Ni leur ville ni leur art, mais plutôt les cicatrices chimiques et géologiques, résultant des forces qu'ils ont déchaînées. Imaginez un instant, un futur lointain. Dans des millions d'années, bien après la disparition de l'humanité. Notre béton se sera effrité, notre acier aura rouillé, et notre verre sera redevenu du sable. Pourtant, une couche d'isotopes radioactifs perdurera dans le sol. De minuscules fragments de plastique seront piégés dans les océans et dispersés dans les sédiments. Il y aura des milliards de microsphérules, l'héritage durable de notre ère nucléaire. Les futurs scientifiques n'auraient pas besoin d'observer nos monuments pour savoir que nous avons existé. Ils n'auraient qu'à trouver ces empreintes, et nous nous retrouvons ainsi avec une symétrie inconfortable. Actuellement, notre technologie laisse derrière elle des indicateurs que de futures civilisations pourraient identifier. Historiquement, nous avons découvert des marqueurs presque identiques, mais leurs âges contredisent notre chronologie établie. S'il s'agit d'anomalies naturelles, alors elles représentent d'extraordinaires coïncidences. Si, en revanche, elles sont d'origine humaine, cela implique que nous n'étions pas les premiers habitants. La réalité reste dissimulée dans la roche. Néanmoins, la simple existence de cette discussion nous pousse à enquêter plus en profondeur aux diverses autres énigmes que la Terre nous a présentées, étant donné que l'énigme des sphères ne représente que le point de départ, alors que nous nous plongeons dans le récit de la vie elle-même. Dans les preuves fossiles, nous rencontrons d'immenses discontinuités et de profonds progrès, qui remettent en question notre compréhension des schémas évolutifs, lesquels semblent presque être le produit de forces invisibles. Soit propulsant la vie en avant, soit l'éradiquant entièrement. C'est précisément là que notre exploration nous mène ensuite. Dans les archives géologiques, une chronique dont des sections entières sont absentes, et où les pages survivantes suggèrent quelque chose de considérablement plus étrange qu'une simple histoire naturelle. En soi, les preuves fossiles sont souvent caractérisées comme un volume. Un compte rendu complet et élaboré de la vie terrestre. Pourtant, en ouvrant réellement ce tome, le contenu apparaît moins comme un récit continu, et plus comme un puzzle fragmenté, avec de nombreux composants manquants. Il y a des progressions abruptes et des manifestations inexplicables, ainsi que des segments entiers qui semblent avoir été retirés. Plus on l'examine de près, plus cela devient bizarre. L'illustration la plus frappante provient de ce que les chercheurs appellent l'explosion cambrienne. Il y a environ 540 millions d'années. Pendant des éons avant cet événement, l'existence était rudimentaire, consistant principalement en micro-organismes, algues et minuscules entités multicellulaires. Par la suite, presque instantanément à l'échelle des temps géologiques, la planète a subi une transformation. Organismes possédant des coquilles, des organes visuels et des systèmes nerveux. Et des conceptions corporelles complexes se sont matérialisées soudainement. Des dizaines de nouveaux phyla, les classifications les plus élevées en biologie, sont apparues en seulement quelques millions d'années. Cela peut sembler une longue durée. Pourtant, dans la vaste histoire de la Terre, ce n'est qu'un instant. La théorie de l'évolution nous informe que les organismes vivants se transforment progressivement par mutation génétique et sélection naturelle. Et fréquemment, les preuves fossiles le corroborent. Pourtant, pendant la période cambrienne, le rythme de transformation semble presque inconcevable, plutôt qu'une lente divergence. Cela ressemble à une poussée soudaine de complexité. Darwin lui-même a concédé que cela constituait une énigme significative pour son hypothèse. Aujourd'hui, les chercheurs l'expliquent en postulant que les conditions écologiques ont brusquement permis une fossilisation supérieure, ou que des seuils génétiques spécifiques ont été dépassés, permettant une diversification rapide. Et peut-être que cela est vrai, pourtant une autre possibilité existe, que la plupart des scientifiques évitent, mais qui persiste comme une ombre. Et si un autre facteur propulsait l'avancement de la vie ? L'explosion cambrienne n'est pas la seule déviation.
À plusieurs reprises. Tout au long des centaines de millions d'années suivantes, nous assistons à des apparitions soudaines d'espèces entièrement nouvelles. Ne montrant que peu ou pas d'indications d'ancêtres, les mammifères apparaissent, puis se diversifient rapidement après la disparition des dinosaures. Les plantes et à fleurs en viennent à dominer les écosystèmes, apparaissant presque instantanément. Même les humains émergent avec une rapidité inhabituelle, possédant des cerveaux qui ont triplé de volume en seulement quelques millions d'années. Chacun de ces avancements pourrait être attribué au hasard, mais en les alignant, le schéma observé commence à paraître suspect, et puis nous avons les événements d'extinction. 5 fois distinctes au cours de l'histoire de la Terre, presque toute vie a été éradiquée par des cataclysmes mondiaux. Astéroïdes, supervolcans et changements climatiques sont considérés comme les explications conventionnelles. Mais que se passerait-il si, dans au moins certains cas, ces extinctions n'étaient pas des phénomènes entièrement naturels? Et si elles signifiaient l'effondrement de civilisations dont nous avons oublié la fin? Leur fin n'a pas été marquée par des cratères et de la lave, mais plutôt par leurs propres faux pas. Si nous devions disparaître aujourd'hui, la disparition soudaine de la plupart des grands animaux, comme les éléphants, les baleines et le bétail, laisserait sans aucun doute perplexe tout futur scientifique. Il pourrait supposer que c'était le climat ou un impact cosmique, ce n'est qu'en approfondissant la chimie des roches qu'ils découvriraient la vérité, c'était nous. Le registre fossile est intrinsèquement incomplet. Les organismes à corps mou laissent rarement des traces, des environnements entiers peuvent disparaître sans laisser de marque. Cependant, parfois ce qui est absent raconte une histoire aussi clairement que ce qui persiste. Lorsque la vie fait des bonds qui semblent trop importants ou disparaît sans cause évidente, cela nous pousse à envisager des possibilités au-delà des explications habituelles. Peut-être que le registre semble fragmenté parce que le récit de la vie elle-même a été interrompu, réinitialisé ou guidé de manière que nous ne saisissons pas encore. Et si cela était vrai, alors l'histoire de la vie n'est pas uniquement une question de hasard. Ce pourrait être la chronique stratifiée de civilisations émergeant, influençant leur monde environnant, puis disparaissant, leurs empreintes laissées non pas dans des monuments mais dans les rythmes particuliers de l'évolution. Pourtant, les fossiles ne sont pas le seul témoignage du passé. Si des civilisations ont modifié la Terre, leurs empreintes pourraient se trouver non seulement dans les eaux et les coquilles, mais aussi dans l'air lui-même. Cela nous amène à une autre anomalie. Gelé dans la glace et enfermé dans l'atmosphère, il existe des preuves qui ressemblent étrangement aux cicatrices de l'industrie. La glace est l'un des outils les plus puissants que les scientifiques utilisent pour étudier le passé de la Terre. Au Groenland et en Antarctique, des carottes forées profondément dans les glaciers révèlent des bulles d'air piégées il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'années. Chaque couche sert d'instantané de l'atmosphère. En analysant ces bulles, nous pouvons reconstituer les climats passés, en traçant les hausses et les baisses de température, de dioxyde de carbone et de méthane à travers différentes époques. C'est comme ouvrir des capsules temporelles. Du passé dynamique de la Terre, la plupart des schémas que nous observons sont des ères glaciaires naturelles, croissantes et décroissantes, avec le cycle du carbone accompagnant la croissance des forêts et des océans. Cependant, à divers moments, des phénomènes particuliers émergent, des strates, présentant de fortes augmentations des niveaux de dioxyde de carbone. Par la suite, cela se réstabilise, suggérant qu'un événement de combustion rapide s'était produit. D'énormes quantités de matière organique, accompagnées de brusques augmentations de méthane, dépassant de loin la production que les zones humides naturelles ou l'activité volcanique pourraient générer. Dans certains échantillons de glace, on trouve des indications subtiles de composés totalement déplacés. Des substances qui ressemblent étrangement aux déchets des processus industriels. Les explications autorisées restent prudentes, peut-être de vastes incendies de forêt faisaient-ils rage. Il est possible que des volcans aient émis des gaz rares, mais la brusquerie de ces pics et leur ressemblance troublante avec nos activités actuelles est assez dérangeante. Notre impact industriel est indéniable, avec des niveaux de dioxyde de carbone augmentant plus rapidement que dans n'importe quel cycle naturel. Les niveaux de méthane augmentent en raison de l'agriculture et de la fabrication, tandis que les produits chimiques artificiels se dispersent dans l'atmosphère. Si l'humanité disparaissait demain, ces indicateurs seraient incrustés de manière permanente dans la glace glaciaire et les couches sédimentaires, pour d'innombrables millénaires futurs. Par conséquent, en découvrant des indicateurs comparables dans des strates antérieures à l'existence humaine, nous sommes contraints de nous interroger sur leur origine. De plus, la question des épisodes de réchauffement existe. Les géologues ont identifié des époques au cours desquelles la température de la Terre a brusquement grimpé, dépassant significativement les fluctuations climatiques typiques.
Parmi les plus connus figurent le maximum thermique paléocène et Éocène. Il y a environ 55 millions d'années, les températures mondiales ont connu une forte augmentation. Les eaux océaniques sont devenues plus acides et les systèmes écologiques ont échoué. Les raisons sont débattues, éruptions volcaniques, émissions de méthane ou collisions d'astéroïdes. Cependant, les indicateurs chimiques présents dans le carbone ressemblent étrangement à ce que l'on pourrait attendre d'une combustion extensive de combustibles fossiles. C'est l'empreinte identique que nous sommes en train de créer. Était-ce simplement un phénomène naturel, ou l'empreinte industrielle d'une civilisation qui a consommé trop vite, et a disparu dans sa propre catastrophe climatique? Les sceptiques affirment que nous extrapolons trop les données. Ils avertissent que les processus naturels peuvent produire des schémas particuliers, et que les affirmations extraordinaires exigent plus que de simples chiffres inhabituels, ce qui est un argument valable. Cependant, lorsque nous considérons à quel point notre présence perdurerait peu après 10 ou 20 millions d'années, l'argument devient plus convaincant. Nos structures imposantes disparaîtraient, nos appareils en orbite tomberaient, mais les gaz atmosphériques, les isotopes dans le sol et les traces chimiques abruptes dans la glace persisteraient. Si ceux-ci devaient être découverts des millions d'années plus tard, leurs découvreurs pourraient se poser les mêmes questions que nous nous posons aujourd'hui. L'atmosphère ne documente pas seulement la météo, elle chronique les civilisations. Et si des sociétés ont existé avant nous, leur émergence et leur disparition pourraient être inscrites dans une écriture invisible, préservée au sein d'anciennes bulles d'air. Pourtant, l'air et la glace ne constituent qu'une partie du récit. Il existe une autre trace, bien plus périlleuse, incrustée non pas sous forme gazeuse mais au sein des atomes mêmes qui composent la Terre. Cette trace implique qu'il y a longtemps, quelqu'un aurait pu libérer la puissance du noyau atomique lui-même. En 1972, dans une mine d'uranium à Oklo, au Gabon, des scientifiques ont fait une découverte significative. Une découverte qui a profondément impacté les fondements de la physique et de la géologie. À première vue, le minerai semblait anodin. Une roche riche en uranium, très similaire à celle extraite de nombreux autres sites. Pourtant, lorsque les chercheurs ont examiné sa composition isotopique, ils ont découvert quelque chose jugé impossible. L'uranium avait déjà subi une réaction nucléaire. Les proportions isotopiques étaient identiques à celles que l'on attendrait des barres de combustible d'un réacteur nucléaire. Autrement dit, à un moment donné dans un passé lointain, des réactions en chaîne s'étaient produites spontanément au sein de la Terre elle-même. Cela s'est avéré être une révélation étonnante, étant donné que les réacteurs nucléaires naturels étaient auparavant considérés comme impossibles. Et pourtant, voici la preuve irréfutable qu'une fission nucléaire auto-entretenue s'était bel et bien produite. Datant de près de 2 milliards d'années, les géologues ont rapidement cherché à fournir une explication. Les conditions à Oklo étaient exceptionnellement optimales, l'eau souterraine ralentissait efficacement les neutrons, juste assez pour maintenir la réaction en chaîne, indiquant que la nature, contre toute attente, avait construit sa propre installation nucléaire. Pourtant, cette découverte a également démontré quelque chose de plus. Les traces nucléaires présentent une durabilité extraordinaire, restant détectables même après des milliards d'années. Les empreintes isotopiques de ces réactions sont restées distinctes et discernables dans la roche. Cette prise de conscience a soulevé une question inquiétante, et si notre propre civilisation devait disparaître demain? Les preuves d'activité nucléaire persisteraient bien au-delà de l'érosion de nos centres urbains. Les effets résiduels des essais d'armement, ainsi que le combustible appauvri enfoui sous la surface. La distribution planétaire des isotopes et radioactifs, tout cela resterait détectable. Même des millions d'années plus tard, les processus nucléaires, une fois enclenchés, ne peuvent être dissimulés au passage du temps, ce qui nous amène à une question déroutante. Pourquoi, alors, découvrons-nous des indicateurs de type nucléaire dans des formations géologiques qui précèdent l'existence humaine de dizaines de millions d'années? Au Kazakhstan, les gisements d'uranium présentent des rapports isotopiques étonnamment similaires à ceux générés lors d'expériences contrôlées. Ceux-ci ne correspondent pas à la production de réacteurs naturels comme Oklo. Ils s'alignent plutôt avec les vestiges d'une détonation d'armes. Sur 6 continents, des géologues ont documenté des strates inhabituelles contenant des isotopes apparemment artificiels, plutonium, césium et strontium. Ces éléments particuliers ne se trouvent pas naturellement en si forte concentration sur leur site de découverte. Certains de ces isotopes sont généralement générés par des réacteurs contemporains uniquement sous des contrôles réglementaires stricts, pourtant ils sont préservés dans des roches primaires.
Un seul spécimen extrait des carottes de glace profonde du Groenland a révélé des isotopes radioactifs, dont la création aurait nécessité une technologie dépassant tout ce que les humains avaient développé avant le milieu du XXe siècle. Cette glace datait de centaines de millénaires. Si ces isotopes ne sont pas d'origine naturelle, alors une entité ou une force a dû les déposer bien avant notre époque. Les ramifications sont vastes. Les sédiments de l'océan Pacifique révèlent des traces de plutonium, qui correspondent presque précisément à l'une des extinctions de masse les plus importantes de la Terre. Si des catastrophes naturelles en avaient été la cause, nous nous attendrions à des émissions volcaniques, des fragments d'astéroïdes ou des pics de méthane. Inversement, nous observons des isotopes provenant exclusivement de détonations nucléaires. Était-ce un simple hasard, ou étions-nous témoins de l'empreinte chimique d'un conflit qui a éradiqué des écosystèmes entiers ? Les preuves deviennent encore plus troublantes, en raison de leur nature apparemment systématique. Au sein de certaines structures géologiques, les isotopes se manifestent par des explosions distinctes et régulières. Des périodes d'activité intense, suivies d'une dormance, puis d'une autre poussée des millénaires plus tard. C'est précisément le schéma que l'on s'attendrait à trouver chez une civilisation menant des essais d'armes, plutôt qu'un phénomène géologique désordonné. Curieusement, d'anciennes légendes semblent corroborer cela. Dans le Mahabharata indien, les combattants déploient des armements qui font rayonner les cieux comme un soleil supplémentaire. Des centres urbains entiers disparaissent dans des explosions qui rendent chauves et malades ceux qui survivent, leur subsistance contaminée. Les historiens conventionnels interprètent ces récits comme des allégories, des licences poétiques ou des hyperboles. Cependant, lorsqu'on les juxtapose à l'histoire ancienne de la Terre, ces récits présentent une familiarité troublante. Il est important de noter que la science n'a rien établi de tout cela comme preuve concluante. Les explications conventionnelles restent toujours possibles. La prudence est certes de mise, néanmoins, chaque signature isotopique inhabituelle, chaque trace radiologique au sein des strates géologiques, nous pousse à nous interroger, sommes-nous vraiment les premiers habitants, ou marchons-nous sur les vestiges de prédécesseurs, qui ont maîtrisé la puissance atomique des siècles avant notre ère, pour périr ensuite dans le cataclysme qu'ils ont déclenché ? Car si des échos atomiques persistent au sein des formations géologiques, ils représentent plus qu'une simple preuve de dévastation. Ils servent d'avertissement, et si nous ignorons nous-mêmes ces signaux, alors nous aussi pourrions être réduits à une autre strate isotopique enfouie dans la roche, une société perdue de plus dans le schéma récurrent de la Terre. Si vous voulez savoir ce qui caractérisera l'impact de notre espèce sur la Terre, n'observez pas le gratte-ciel le plus imposant, ni la métropole la plus étendue. Ne considérez même pas les monuments taillés dans la pierre. Concentrez-vous plutôt sur le plastique, depuis l'emballage initial en cellophane, jusqu'aux vastes quantités de minuscules particules de plastique circulant désormais dans chaque courant océanique. Notre planète en est imprégnée, des fragments de microplastiques descendent avec les précipitations. Ils se déposent avec la neige sur les sommets isolés et circulent dans les ravins océaniques abyssaux. Des chercheurs les ont même découverts solidifiés dans la glace arctique et intégrés au tissu de la faune. Loin dans le futur, lorsque nos machines se corroderont et que notre verre se désintégrera, les polymères perdureront. Ils seront compactés en couches géologiques et lithifiés en de nouvelles formations rocheuses. Les géologues appellent cette future strate le plastiglomérat, et elle pourrait représenter l'indicateur géologique le plus clair de notre époque. Imaginez maintenant découvrir un tel matériau dans des roches précédant l'existence humaine de très loin. C'est précisément ce que certains chercheurs affirment avoir trouvé en extrayant des carottes des fonds océaniques du Pacifique et de l'Atlantique. Des scientifiques ont révélé des vestiges polymériques dans des dépôts datant de plusieurs dizaines de millions d'années. Initialement, l'hypothèse pointait vers une simple contamination. Les appareils de forage contemporains, les récipients de confinement ou même les instruments de laboratoire pourraient déposer par inadvertance des matériaux plastiques à des endroits inappropriés. Cependant, les protocoles de détection des impuretés sont devenus plus rigoureux et dans certains cas, les divergences ont persisté. Certaines pièces étaient enfouies à des profondeurs excessives au sein de strates qui avaient été scellées bien avant l'émergence de l'humanité. Observés au microscope, ils ne ressemblaient en rien aux polymères naturels comme l'ambre ou le bitume. Ils présentaient plutôt des séquences moléculaires récurrentes et des apparences structurées, fabriquées par l'homme, ressemblant au polyéthylène ou au nylon. Plus étrange encore, certains de ces fragments ont montré une plus grande résistance à la dégradation due à la chaleur et aux rayons UV que les plastiques contemporains. En supposant qu'il ne s'agissait pas de simples contaminants, ils pourraient signifier des substances fabriquées destinées à persister pendant des éons.
En substance, il s'agissait de matériaux créés délibérément pour leur longévité. De plus, les plastiques ne sont pas les seules découvertes inhabituelles. De minuscules sphères et morceaux métalliques ont fait surface dans les sédiments mondiaux. Leur composition chimique révèle parfois des alliages, des mélanges de métaux tels que le nickel, le chrome et le fer, qui coexistent rarement naturellement. Parfois, leur composition reflète les formulations trouvées dans l'acier inoxydable contemporain. Bien que l'activité volcanique ou les impacts de météorites puissent fusionner les métaux de manière inhabituelle. Cependant, la nature constante de ces échantillons implique une création délibérée, plutôt qu'une occurrence fortuite. Il est important de noter que la majorité des géologues abordent ces découvertes avec scepticisme. L'explication la plus simple est la contamination, et les affirmations exceptionnelles nécessitent des preuves exceptionnelles. Néanmoins, les schémas récurrents ont une signification. Un fragment isolé pourrait être ignoré. Pourtant, leur distribution généralisée à travers les océans, les continents et les strates géologiques commence à suggérer un phénomène plus vaste. Indiquant une activité qui a brièvement émergé dans les temps anciens, puis a disparu. Considérez à quoi ressemblera l'empreinte de notre civilisation dans des millions d'années. Imaginez un géologue loin dans le futur, forant dans la croûte terrestre. Il ne découvrira pas de gratte-ciel entiers ou d'automobiles en corrosion. Au lieu de cela, il découvrira une strate étroite contenant des substances inhabituelles, comme l'aluminium, un métal presque inexistant naturellement avant les processus de fusion humaine. Des polymères, fabriqués par l'homme, inconnus des systèmes biologiques, des alliages configurés dans des proportions rarement trouvées dans la nature. Des super-engrais chimiques, des pesticides et des déchets industriels. Pour eux, nous constituerons une couche d'anomalies, clairement identifiable mais fragmentée. Par conséquent, en examinant les sédiments anciens et en observant des fragments de type polymère et des alliages d'apparence fabriqués. L'effet miroir devient difficile à ignorer, ce sont précisément les types d'indicateurs que notre propre civilisation laisse actuellement derrière elle. S'ils sont effectivement des contaminants. Ils représentent des coïncidences déroutantes. Cependant, s'ils sont authentiques, ils sont de faibles échos de prédécesseurs qui se sont industrialisés, et n'ont ensuite laissé que leurs déchets. Exactement comme nous le faisons aujourd'hui. De plus, des affirmations encore plus étranges existent dans la périphérie de l'archéologie. À savoir, les artefacts hors de place, des objets. Qui semblent contredire l'âge de la roche environnante, comme une sphère métallique découverte à l'intérieur. Un morceau de charbon datant de 600 millions d'années, à côté d'un fragment d'aluminium qui ressemble à des composants mécaniques. Extraits d'une carrière roumaine, la majorité de ces objets sont généralement considérés comme des fabrications. Ou simplement des malentendus, ce que beaucoup sont probablement. Cependant, la persistance de ces récits, associés à d'authentiques irrégularités trouvées dans les couches géologiques, alimente la question, et si certains d'entre eux étaient authentiques? Et si ce n'étaient que les vestiges d'industries oblitérées par le passage du temps? Ce qui rend ce concept troublant, c'est l'ampleur à laquelle les sociétés industrielles disparaîtraient après leur chute. En quelques millénaires seulement, les forêts reprendraient leurs droits sur les zones urbaines. En quelques millions d'années, les glaciers et les océans oblitéreraient complètement le terrain. Pourtant, les matériaux, les plastiques, les alliages, les substances synthétiques et résistantes, persisteraient, enfouis et attendant d'être découverts. Et cela, peut-être, constitue la mise en garde la plus significative que nous générons. La preuve précise qui nous incriminerait en tant que civilisation, même si tout le reste disparaît. Des polymères destinés à durer plus longtemps que nos langues, des composés métalliques qui survivront à nos systèmes de gouvernance. Des signatures chimiques qui persisteront au-delà de notre espèce. Un jour, une autre entité intelligente pourrait examiner nos vestiges. Et se demander, tout comme nous le faisons maintenant, si elle observe l'héritage d'une civilisation qui a émergé, brillamment prospéré, puis a disparu. Si la Terre dissimule de telles substances d'époques révolues, alors peut-être leur présence n'est-elle pas du tout fortuite. Concevablement, elles représentent les empreintes de civilisations antérieures, celles qui se sont plongées dans la chimie et l'ingénierie, ont dispersé leurs innovations à travers le globe, et ont ensuite été oubliées par l'histoire. Et si elles ont atteint un tel niveau, pourquoi supposer qu'elles se sont confinées à la surface de la Terre?
Car si l'industrie et la technologie avancée ont prospéré ici, la progression rationnelle subséquente serait vers l'extérieur, en orbite, à la surface lunaire, et à travers le système solaire lui-même. C'est vers ce domaine que nous tournons maintenant notre attention, cherchant des preuves qui pourraient résider non pas dans les roches ou les océans, mais entièrement au-delà de notre planète. Typiquement, lorsque nous envisageons les civilisations, nous les imaginons ancrées à la Terre, liées aux cours d'eau, aux plaines et aux littoraux. Pourtant, en seulement quelques générations, l'humanité est passée d'outils rudimentaires en pierre au voyage interstellaire. Nous avons déployé des satellites en orbite, laissé des traces sur la Lune, et envoyé des sondes au-delà des limites du système solaire. Si notre existence devait se terminer demain, certains de nos indicateurs les plus durables ne se trouveraient pas du tout sur Terre. Ils seraient suspendus au-dessus d'elle ou attendant patiemment d'être découverts sur des corps célestes dépourvus d'atmosphère. Cela soulève une question troublante. Si nous avons déjà disséminé des artefacts au-delà de notre monde natal en seulement 100 ans d'activité industrielle, et si une autre civilisation avait eu des millions d'années pour accomplir le même exploit? S'ils avaient aspiré aux cieux, quelles indications auraient-ils pu léguer, les premières prémices de cette potentialité? Au cours des premières décennies de l'ère spatiale, les ingénieurs ont observé un phénomène inhabituel. Son origine ne venait pas des télescopes, mais des antennes radio. Les signaux radio transmis depuis la Terre revenaient parfois sous forme d'échos à long délai, réapparaissant plusieurs secondes plus tard, ce qui était nettement plus long que les réflexions typiques. Alors que certains scientifiques attribuaient cela à des interférences atmosphériques ou à des réflexions lunaires, d'autres envisageaient la possibilité d'un objet artificiel dans l'espace, interceptant et retransmettant nos signaux. Ressemblant à un miroir céleste, cette occurrence était restée inexpliquée et a fini par disparaître de la conscience publique. Néanmoins, cela a fait naître une idée, l'espace orbital de la Terre n'est peut-être pas aussi vide qu'il y paraît. Ce concept a captivé l'imagination du public avec le récit du satellite Black Knight. Dans les années 1960, le personnel radar a identifié des objets étranges en orbite polaire, bien qu'à l'époque ni les États-Unis ni l'Union soviétique ne possédaient de satellites dans un tel alignement. Par la suite, dans les années 1990, des astronautes de diverses missions ont capturé des images d'une entité sombre et anguleuse planant au-dessus de la Terre. La NASA a affirmé qu'il ne s'agissait que de débris spatiaux, probablement une couverture thermique détachée. Cependant, pour beaucoup, son apparence semblait trop particulière, trop intentionnelle. Les théories du complot ont proliféré, affirmant que le Black Knight était un ancien satellite, peut-être vieux de plusieurs millénaires, abandonné par une civilisation perdue. Bien que la réalité soit probablement banale, sa signification symbolique perdure. Si l'humanité cessait d'exister demain, nos satellites continueraient d'orbiter autour de la Terre pendant des centaines d'années. Certains, sur des trajectoires stables, pourraient perdurer pendant des dizaines de millénaires avant leur désintégration. Pour toute future forme de vie intelligente, ceci semblerait tout aussi énigmatique que le Black Knight nous apparaît. Alors que l'orbite sert de lieu principal d'investigation, la Lune se classe en deuxième position. Contrairement à la Terre, la Lune est dépourvue d'atmosphère, de phénomènes météorologiques et d'érosion. Les objets qui s'y trouvent pourraient perdurer pendant des millions, voire des milliards d'années. Déjà, les astronautes des missions Apollo y ont déposé des drapeaux, des rovers lunaires, et des appareils scientifiques. Ceux-ci servent d'indicateurs silencieux de notre existence. Si une civilisation différente avait visité bien avant notre époque, leurs vestiges pourraient encore être présents, dissimulés juste sous la poussière lunaire. Certaines irrégularités suscitent des conjectures, des éclairs lumineux observés dans les cratères, et des sphères vitreuses dispersées à la surface en regroupements atypiques. Officiellement, ces phénomènes sont attribués aux vers volcaniques ou aux roches fondues par impact. Pourtant, et si certains représentaient des vestiges d'opérations industrielles, de déchets miniers ou des fragments d'anciennes entreprises? C'est une idée stimulante, surtout compte tenu de la nature durable de la surface lunaire. Si nos empreintes peuvent persister pendant des millions d'années, pourquoi d'autres n'auraient-ils pas pu faire de même? De plus, il y a des milliards d'années, Mars était une planète caractérisée par des lacs, des rivières et potentiellement des océans. Si la vie avait eu l'opportunité de s'y développer, l'intelligence aurait pu émerger par la suite. Dans les années 1970, lorsque les sondes Viking ont transmis les premières photographies en gros plan, une image particulière a captivé le monde. Il s'agissait d'une mésa dans la région de Sidonia qui, vue dans l'ombre, ressemblait à un énorme visage. Des images haute résolution ultérieures ont confirmé qu'il ne s'agissait que d'une caractéristique géologique naturelle, mais la ferveur qu'elle a générée a mis en lumière une idée significative.
Nous sommes prédisposés à percevoir de la signification dans les irrégularités, et malgré cela, Mars continue de receler des énigmes. Les météorites éjectées de sa surface présentent des structures microscopiques particulières. Certaines formations minérales, autrefois considérées comme ressemblant à des bactéries fossilisées, indiquent des processus chimiques. Ces processus, bien qu'explicables, ne correspondent pas entièrement aux attentes naturelles. Si Mars a un jour abrité une civilisation intelligente, ses vestiges pourraient être enfouis sous des kilomètres de poussière et de sable, invisibles aux caméras en orbite. Seules une exploration, un forage et une excavation approfondie pourraient confirmer ou infirmer cela. Compte tenu de l'ancienne capacité de Mars à abriter la vie, cette question reste très intrigante. Au-delà de Mars, nous rencontrons les astéroïdes. Pour nous, ils représentent de riches réserves de métaux comme le fer, le nickel, le platine et le cobalt. Des entreprises prévoient déjà d'extraire ces ressources. Si nous réussissons, les traces laissées par l'exploitation minière persisteront pendant des millions d'années. Certains astéroïdes présentent déjà des crêtes ou des sillons d'une géométrie inhabituelle, qui ne correspondent pas entièrement au schéma naturel de rotation et d'impact. La plupart sont probablement des coïncidences géologiques. Cependant, nous sommes une fois de plus contraints de méditer sur la réflexion, si nous laissions de telles traces. Pourquoi pas d'autres? Certains chercheurs proposent même de rechercher des technosignatures. Plus près de notre propre planète, plutôt que de scanner des étoiles lointaines à la recherche de signaux radio extraterrestres. Et si nous recherchions minutieusement dans notre système solaire des vestiges, des artefacts ou des preuves d'exploitation minière, laissés par des civilisations antérieures? Récemment, ce concept a gagné une acceptation considérable. Un objet tel que Oumuamua, traversant notre système, a suscité des discussions concernant son origine naturelle. Ou s'il s'agissait d'une pièce de technologie. Si les vestiges de civilisation sont capables de dériver entre les étoiles, alors la preuve pourrait être plus proche que nous ne l'imaginons. Cela soulève une considération sérieuse. Si des signes étaient présents en orbite, sur la Lune, sur Mars ou dans la ceinture d'astéroïdes, ils pourraient perdurer plus longtemps que toute autre indication sur Terre. Notre monde s'auto-détruit continuellement par l'érosion, la tectonique et les océans. Cependant, l'espace agit comme un conservateur pour les artefacts qui s'y trouvent. Cela pourrait être l'héritage le plus authentique qu'une civilisation puisse laisser. Ainsi, lorsque nous levons les yeux vers le ciel, nous ne cherchons peut-être pas seulement d'autres formes de vie parmi les étoiles. Nous pourrions être en train de sonder le passé lointain de notre propre planète, et si une découverte s'est faite, la question qui résonnera plus fort que toute autre ne sera pas seulement ce qu'ils ont légué, mais pourquoi ils ont disparu. Ceci nous amène au segment final et le plus troublant de cette expédition, le cycle récurrent des civilisations qui émergent, prospèrent, puis sombrent dans le silence. Lorsque nous racontons notre propre histoire, nous la concevons généralement comme une progression linéaire, un voyage des habitations rudimentaires aux métropoles, des premières étincelles de feu à l'énergie nucléaire, des contes anciens au savoir scientifique. Pourtant, l'histoire progresse rarement de manière linéaire, elle est cyclique, elle s'effrite, elle s'anéantit. Et lorsque nous prenons suffisamment de recul, regardant au-delà de l'ascension et du déclin des empires, au-delà de l'existence éphémère des cultures et des royaumes, ce que nous discernons est un rythme. Les civilisations n'émergent pas seulement, elles s'élèvent puis s'effondrent à plusieurs reprises. Les Romains étaient convaincus d'avoir construit quelque chose d'éternel. Leurs aqueducs traversaient l'Europe, et leurs armées s'étendaient de l'Atlantique au Moyen-Orient, mais la sécheresse, la maladie, la corruption et le fardeau écrasant et progressif de la surextension ont finalement conduit l'Empire à sa chute. Les Mayas ont érigé d'immenses cités, dissimulées dans les jungles d'Amérique centrale. Celles-ci étaient alignées avec les étoiles, rayonnantes de réalisations artistiques et scientifiques, jusqu'à ce que leur chute arrive. Pressions environnementales, guerres, changement des routes commerciales, et peut-être même une rébellion interne. Les magnifiques centres urbains furent engloutis par la forêt envahissante. Leurs récits furent réduits au silence, encore au Cambodge, l'île de Pâques dans le Pacifique, Cahokia en Amérique du Nord. Chaque exemple raconte la même histoire, bien qu'avec des détails différents, des périodes de brillance suivies de quiétude. Maintenant, projetez ce même schéma sur la profonde histoire géologique de la Terre. Les archives fossiles fonctionnent comme une chronique, non seulement de la vie, mais aussi des effondrements, des poussées de créativité, des extinctions abruptes et des récupérations ténues. Prenez, par exemple, l'explosion cambrienne, lorsque des formes de vie complexes sont apparues presque instantanément. L'événement d'extinction massive à la fin de la période permienne, au cours duquel presque toutes les espèces ont disparu.
Ce fut le cataclysme qui a éradiqué les dinosaures, ouvrant ainsi la voie aux mammifères. Chacun de ces exemples présente une ressemblance étrange avec l'émergence et le déclin des civilisations. C'est inscrit dans la biologie, une ascension soudaine, un effondrement violent, suivi d'une réinitialisation. Si l'intelligence est apparue sur Terre auparavant, c'est précisément ainsi que ces traces se manifesteraient, non pas comme des cités conservées dans la pierre, qui disparaissent trop vite, mais comme des cicatrices indélébiles gravées dans la planète elle-même. Des niveaux de carbone élevés conservés dans les sédiments, des empreintes isotopiques qui ne correspondent pas au processus naturel, des particules synthétiques incrustées dans d'anciennes formations rocheuses. Ce sont les vestiges de technologies qui survivent à leurs bâtisseurs, mais pas à leur but initial. Chaque cycle de ce type laisserait derrière lui une poussée d'activité, chaque effondrement une période de quiétude, puis la planète tenterait à nouveau. Ce schéma récurrent est connu en astrobiologie moderne sous le nom de grand filtre. Ce concept postule que la vie pourrait être répandue dans tout le cosmos, mais que les espèces intelligentes survivent rarement à leur premier stade de développement. Les civilisations peuvent fleurir comme des fleurs, mais la plupart se fanent avant de pouvoir propager leur influence parmi les étoiles. La quiétude que nous percevons en dirigeant nos télescopes vers l'espace ne signifie peut-être pas notre solitude. Au lieu de cela, cela pourrait indiquer que la majorité des autres formes de vie intelligentes ont déjà cessé d'exister. Ce qui était vraiment alarmant, c'est l'alignement précis du grand filtre avec notre trajectoire actuelle. Nous avons fracturé l'atome et contaminé le sol avec des isotopes qui resteront détectables des millions d'années d'ici. Nous avons élevé le CO2 atmosphérique à des concentrations non observées depuis la Terre-Serre préhistorique. Nous avons recouvert les océans et les continents de plastique, laissant derrière nous une couche de poussière synthétique qui ne se décomposera jamais entièrement. En seulement quelques siècles, nous avons généré le type précis d'anomalie, sur laquelle les scientifiques s'interrogent actuellement dans les anciennes formations rocheuses. Nous sommes déjà les vestiges spectraux d'une civilisation que les futurs géologues étudieront sans aucun doute. Notre exploration a commencé par quelque chose de minuscule, des sphères métalliques enchâssées dans la pierre. Ces objets étaient si particuliers qu'ils nous ont contraints à nous demander si nous comprenions vraiment notre propre passé. Notre enquête nous a ensuite menés à travers les fossiles, les données atmosphériques, les isotopes, les polymères, les observations lunaires et les phénomènes stellaires. Individuellement, les indices étaient subtils et fragmentés, mais collectivement, ils suggéraient un concept presque trop vaste pour être appréhendé. L'idée que l'humanité ne soit peut-être pas la civilisation inaugurale sur Terre, et si cela est vrai, alors nous ne sommes pas non plus les premiers à nous effondrer. Le registre fossile révèle un schéma d'extinction et de renaissance ultérieure, une cadence qui semble moins fortuite. Au lieu de cela, cela ressemble à une mémoire, les signatures élémentaires, les cicatrices atmosphériques, les irrégularités déroutantes. Peut-être des avertissements anciens sont-ils gravés dans la pierre, indiquant que d'autres ont existé, ils ont atteint ce stade, puis ont disparu. Pourtant, ceux-ci peuvent être vus différemment, ils ne servent peut-être pas uniquement d'avertissement, au lieu de cela, ils pourraient démontrer la résilience inhérente de l'intelligence. Cette conscience réapparaît sans cesse, tel un feu que la planète est incapable d'éteindre. Dans ce cas, nous ne sommes pas au bord d'un précipice, mais plutôt à un point de divergence dans notre parcours. Un chemin mène à la chute, l'autre, à la persistance. Le vaste silence de l'univers pèse lourdement sur nous. Aucun vaste empire interstellaire ne nous est visible, et nous ne détectons aucune transmission de corps célestes. Il est possible que le grand filtre soit un phénomène réel, et que la majorité des sociétés avancées s'autodétruisent avant de s'étendre. Cependant, la quiétude n'équivaut pas à une preuve d'échec, au lieu de cela, elle sert d'invitation. Si aucune entité n'a perduré suffisamment pour établir un signal distinct, alors peut-être notre but est-il de devenir les pionniers. Car l'énigme la plus profonde n'est pas de savoir si des prédécesseurs ont existé. La question primordiale est de savoir si l'humanité persistera dans le futur. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Votre soutien nous impacte considérablement et contribue à l'expansion de la chaîne.